Gorbatchev choisit Paris pour faire de nouvelles propositions en matière de désarmement. C'est un changement de position, déclare Reagan. Ouverture des journées parlementaires RPR à Menton. À l'ordre du jour, les relations avec l'UDF. Chirac parlera demain. 36% des femmes victimes d'avances sexuelles sur leur lieu de travail. C'est le résultat d'une enquête du magazine Biba et le thème d'un colloque à Paris. 15 jours après le tremblement de terre de Mexico, après l'émotion, l'heure des bilans et des questions. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mikhail Gorbatchev a donc choisi Paris et l'Assemblée nationale pour faire de nouvelles propositions en matière de désarmement. C'est ce qu'on retiendra de cette deuxième journée du numéro 1 soviétique en France. Ce soir, François Mitterrand et Mikhail Gorbatchev ont eu un nouveau tête-à-tête et cette deuxième rencontre a été précisément consacrée aux moyens de chiffrer et de contrôler la réduction des forces. Mona Interman. Balade tranquille ce soir dans le parc de l'Élysée, comme pour mieux digérer la surprise et l'embarras. Car le pion que Mikhail Gorbatchev a avancé aujourd'hui sur l'échiquier mondial jette le trouble. Son but, présenter le numéro 1 soviétique comme un homme de bonne volonté. Le pion Gorbatchev a 3 têtes. L'URSS, dit M. Gorbatchev, a proposé aux États-Unis la réduction de 50% des armements existants en échange de l'interdiction complète par les deux parties des armements spatiaux d'attaque. 2. L'URSS propose à Paris et à Londres une discussion directe sur leurs forces de frappe. 3. Les rampes de lancement des fusées SS-20 installées après juin 84 seront démantelées dans 2 mois. Le pion est avancé. Occidentaux, faites vos jeux. Une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN aura lieu bientôt. La France refuse qu'on parle de sa force de dissuasion tant que les Russes et les Américains n'auront pas réduit substantiellement leurs armes nucléaires. D'autre part, pour la France, la paix ne saurait être forte tant que la liberté ne sera pas universelle. Je veux rappeler à cet instant combien la France et son gouvernement sont attachés au respect de toutes les conclusions d'Helsinki et en particulier celles qui concernent les droits de l'homme. Jacques Chirac, le maire de Paris, n'a pas dit autre chose au numéro 1 soviétique, resté impavide, comme si cela ne le concernait pas. Tous les engagements n'ont pas été tenus, en particulier ceux qui concernent les droits de l'homme et les libertés. Tous ceux qui voulaient manifester pour les libertés sous les yeux de M. Gorbatchev ont été tenus éloignés, interdits. Une seule personne a tenté de le faire, la police a vite réagi. Aurait-il été indécent de montrer à M. Gorbatchev qu'en France, l'opinion publique existe ? Alors le président Ronald Reagan a immédiatement réagi aux propositions que vient de faire M. Gorbatchev à Paris à propos des armes nucléaires. Le président des États-Unis a considéré qu'il s'agissait d'un changement de position de l'URSS. Michel Tatu, est-ce également votre avis? Y a-t-il vraiment là un changement de position? Oui, il y a eu un changement sur plusieurs points, comme si Gorbatchev avait voulu brouiller les cartes un petit peu, les redistribuer, ce qui embarrasse un peu tout le monde, je crois. Il y a un changement dans la procédure de négociation, c'est-à-dire qu'il y a cette invitation à la France et à la Grande-Bretagne de négocier directement, et il y a aussi un réaménagement de ce qui avait été décidé entre Américains et Soviétiques dès janvier de cette année. À Genève, il y avait 3 volets de négociation qui étaient couverts par le même chapeau, avec M. Karpov, par exemple, qui dirige ça du côté soviétique. Un volet armement à longue portée, un volet armement à moyenne portée européen, et puis un volet espace et guerre des étoiles. Et il était entendu que tout ça était interdépendant. Et maintenant, aujourd'hui, M. Gorbatchev dit j'enlève un de ces volets, celui des armes intermédiaires en Europe. Seuls les 2 autres restent interdépendants. Dont la guerre des étoiles. Dont la guerre des étoiles, qui est reliée aux armes nucléaires américaines et soviétiques à longue portée. Mais en même temps, les soviétiques font passer une certaine catégorie d'armes, et en particulier les Pershing et les missiles de croisière américains qui se déploient en ce moment en Europe, dans l'autre volet, c'est-à-dire dans le volet des armements stratégiques américains, et donc c'est bien toujours lié à la guerre des étoiles. Et alors ce qu'ils proposent, c'est à la France et à la Grande-Bretagne de parler de leur SS-20 et des forces françaises et britanniques. Oui, on doit préciser que Ronald Reagan voit d'un bon œil d'ailleurs cette négociation avec les 3 partenaires. C'est-à-dire que Ronald Reagan ne peut pas empêcher les Français et les Britanniques de négocier, mais il est évident que ceci implique à l'avance de fortes concertations entre occidentaux. Et si d'ailleurs Reagan s'y était pris mieux
pour son invitation du 24 octobre, il aurait eu justement un point à marquer, c'est qu'en effet, il faut qu'il y ait cette concertation-là. Alors Michel Tatu, M. Gorbatchev étonne, c'est un homme qui est jeune, qui est certainement au pouvoir pour longtemps, et on le sent extrêmement pressé. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'antinomique là-dedans? Il a l'air d'être pressé, mais il sait très bien que ça prendra du temps, que ces négociations, par exemple avec la France et la Grande-Bretagne, ne sont pas prêtes de s'ouvrir. Il sait aussi que pour arriver à un accord avec les Américains, y compris sur cette fameuse réduction de 50%, ça prendra beaucoup de temps. Mais je crois qu'il a voulu justement modifier les cartes, montrer que si vous voulez, la ligne Gromyko et la répétition indéfinie des mêmes sujets, des mêmes arguments, de la même propagande, c'est fini. Et évidemment, ça lui donne un certain avantage face aux Occidentaux. Hier soir, vous étiez à l'Élysée, l'invité de la grande réception qui a eu lieu. Quelle impression, et vous avez vu M. Gorbatchev de près, quelle impression vous a-t-il fait? Il a fait surtout l'impression d'être, c'est un peu ridicule de le dire, mais il était enfin un homme normal. C'est-à-dire un monsieur qui se comporte normalement, qui peut parler, qui peut écouter, qui répond, alors que ce n'était pas le cas depuis une bonne dizaine d'années avec les autres dirigeants soviétiques. C'est déjà un gros changement. Michel Tatu, merci. Suite du raid israélien sur le quartier général de l'OLP à Tunis, cet après-midi à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni et la France a renouvelé sa condamnation des bombardements. Le représentant français a déclaré en substance que cette action pouvait hypothéquer l'éventuelle relance de la paix. Enfin, du côté israélien, on a réaffirmé qu'il s'agissait d'une légitime réponse à des actes de terrorisme. Les travaux du Conseil de sécurité se poursuivent. Et puis, nous venons de l'apprendre, un accord est intervenu ce soir pour mettre fin aux hostilités à Tripoli au Liban. Cet accord a été obtenu par le président syrien après des entretiens avec toutes les parties au conflit. Je vous rappelle que l'arrêt de ces combats était la revendication des ravisseurs des 4 diplomates soviétiques. Selon une enquête du magazine Biba, 36% des femmes qui ont un emploi ont fait l'objet d'avances ou de sollicitations sur leur lieu de travail. Toujours selon la même enquête, 43% de ces manœuvres émanaient d'un supérieur hiérarchique et 3% de ces femmes ont été licenciées pour y avoir résisté. Cela fait parfois sourire, mais c'est un problème grave, sérieux, qui a fait l'objet d'un colloque aujourd'hui à Paris, un colloque qui a recherché les moyens de s'opposer à ces pressions sexuelles. Un chef qui était affecté dans mon service depuis 40 jours et qui était promu d'une grande école est arrivé et a commencé à me draguer, à me faire des allusions. Il voulait me voir à l'extérieur du ministère, je lui ai toujours dit non. Et à partir de ce moment-là, il s'est mis à me menacer sur ma carrière professionnelle, en me disant qu'il la briserait. J'étais vraiment à la risée de tout le ministère, je subissais des tas de pressions, de chantage, de moqueries sans arrêt. Joëlle est une exception, d'abord parce qu'elle a porté plainte contre son employeur, le ministère des Finances, pour qui il s'agit là d'un simple problème d'incompatibilité d'humeur. Une exception aussi parce qu'elle parle. Elle utilise les médias pour faire avancer son dossier. Mais en fait, les procès sont très rares. À chaque fois, c'est l'éternelle question, victime ou victime consentante. Même Simone de Beauvoir, qui a fait une fugitive apparition à ce colloque, même Simone de Beauvoir reconnaît qu'il y avait pour elle des combats plus urgents. C'est petit à petit que j'ai compris l'importance du problème. J'ai eu des tas de témoignages, j'ai reçu des tas de confidences de femmes qui m'ont raconté comment ça se passait et vraiment que c'était quelque chose d'odieux. Ou elles acceptent, il y en a certaines qui acceptent, mais alors ça leur donne une mauvaise conscience terrible à l'égard de leur mari et ça abîme leur vie conjugale. Ou elles refusent et alors très souvent elles sont simplement mises à la porte. Ou en tout cas, si elles ne sont pas mises à la porte, elles n'auront pas la promotion qu'elles auraient eue si elles avaient accepté de coucher sur le divan du monsieur. Peu de contradictions dans la salle. Être là, c'était être d'accord. Le RPR, le PC, le CNPF avaient décliné l'invitation. La seule contradiction a porté sur la nécessité ou non d'une loi, comme il en existe au Québec ou aux États-Unis. Les féministes sont pour, les syndicats comme la CFDT pensent que les textes actuels suffisent. On pourrait en arriver à la limite à faire du délire d'interprétation une forme efficace d'accusation. Donc il faut être très prudent. Il y a d'abord un problème de preuve, c'est le grand problème. On est dans une démocratie judiciaire et l'exigence de la preuve est fondamentale. Retour à la case départ, où finit l'hommage, où commence l'agression.
Et pour ceux et celles qui se poseraient la question, une enquête américaine révèle que 15% des hommes ont subi des pressions. La sécheresse qui sévit dans le sud-ouest de la France depuis plusieurs mois est un véritable drame pour les agriculteurs, en particulier pour les éleveurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce manque d'eau peut faire aussi des heureux. En l'occurrence, les viticulteurs qui s'attendent à une très bonne année 1985. On pourrait même assister en ce moment à la naissance d'un bon millésime. Chantal Bretz. Cadeau du ciel sans nuages de cet été indien, le raisin gorgé de soleil est mûr à souhait. Divine surprise après les angoisses de l'hiver. Le Beaujolais avait grelotté par des moins 20 degrés et les vignerons avaient craint le pire. Nous avons frisé la catastrophe. Il y a eu moins 20 degrés. Le vignoble a eu quelques difficultés au départ. Il y a des cornes gelées. Il y a eu tous les ceps qui étaient un peu fatigués ont eu beaucoup de peine à partir. D'où d'ailleurs une récolte très inégale, si je peux dire. Il y a des pieds chargés, des parcelles chargées et des parcelles qui n'ont pas grand-chose. Mais heureusement, dans tous les cas, nous avons une très bonne qualité. Même son de cloche du côté du Médoc. La quantité ne sera pas exceptionnelle en raison des rigueurs de l'hiver, mais la qualité sera là. Et la première pesée, elle faisait 11,2, la deuxième 12,4 et la troisième 11,5. Ce qui veut dire pour le vin? Ce qui veut dire que c'est très bien pour le départ, vraiment c'est satisfaisant. Alors la récolte 85, on peut la comparer à une autre récolte, laquelle? Je pense qu'elle va compter. Une récolte qui va compter, foi de vignerons. Certains prédisent même qu'elle sera comparable à celle de 1976, une année de référence que mentionnent volontiers les professionnels. Politique, à Menton, les journées parlementaires du RPR ont commencé par une surprise. Sans attendre la fin des négociations avec l'UDF, le RPR a décidé de présenter dès demain 80 têtes de liste aux prochaines élections législatives. Manifestement, pour le RPR, la campagne électorale est commencée. Michel Naudy. Si l'on peut aisément comprendre que Franz Liszt, de passage en ces lieux, y ait éprouvé un bonheur sans mélange, il ne faudrait pas en conclure hâtivement que Menton suffit à donner du baume au cœur. À preuve, ces parlementaires du RPR, sûrs de leur prochaine victoire, et pourtant inquiets de son arrivée. Certes, on a ici cultivé le symbole. En 77 déjà, députés et sénateurs chiraciens avaient lancé en ces lieux leur campagne. Mais les temps ont changé. Le problème n'est plus d'empêcher la gauche d'arriver au pouvoir, la question est de la remplacer à l'Assemblée et à l'Assemblée seulement. En se condamnant à briguer la succession de M. Fabius, Jacques Chirac s'est mis dans une situation à coup sûr inconfortable. Tout d'abord, il entre en conflit ouvert avec M. Barre et à en juger par les propos de M. Labbé, la querelle n'est pas prête de se vider. 1986 ne représente pas une étape, mais un terme. Et à tort ou à raison, c'est l'année prochaine qu'ils veulent que ça change. Il faudra que ça change. Et que ça change vraiment, et que ça change dès l'an prochain. Attendre 1988 leur paraît une dangereuse utopie et un cap d'irréversibilité qu'ils refusent d'envisager. Et la situation ne s'est guère améliorée, les partisans de M. Barre s'étant emparés de l'affaire Greenpeace pour prouver le caractère incohabitable de François Mitterrand, d'où sans doute la sévérité de M. Labbé. La crédibilité du président de la République et de son Premier ministre, s'ils sont irresponsables, est-ce moins grave que s'ils sont menteurs? C'est dans ce contexte qu'il faut replacer la volonté du RPR de se présenter le plus souvent sous ses propres couleurs aux législatives. Jacques Toubon plaidait ce matin encore les vertus des listes séparées. Certains considéreront cette attitude, sinon comme suicidaire, du moins comme dangereuse. C'est oublier qu'en politique, il est une vraie question. Monsieur Chirac, combien de divisions? Au Forum de l'expansion, Michel Rocard a très vivement critiqué l'opposition. Aujourd'hui, selon l'ancien ministre, les libéraux ne sont pas clairs sur leurs intentions. Au mieux, a-t-il déclaré, ils ne disent rien. Au pire, ils disent n'importe quoi. Départ réussi pour la navette spatiale américaine Atlantis. Départ réussi, mais effectué avec beaucoup plus de discrétion que d'habitude. La raison de cette discrétion est la nature même de la mission. Atlantis doit mettre en effet sur orbite 2 satellites ultra secrets pour le compte du Pentagone.
Les satellites qui seront lancés sont destinés à transmettre les messages du président des États-Unis aux forces stratégiques. C'est le second vol de la navette à usage exclusivement militaire. 5 astronautes sont à son bord. À Mexico, 15 jours après le tremblement de terre, un enfant de 9 ans est toujours vivant, enterré sous les décombres de sa maison. Il y a maintenant plus de 24 heures que les sauveteurs l'ont localisé, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à le dégager. Après l'émotion du drame, vient l'heure des bilans et des questions. Et c'est ce qu'ont fait pour nous Émilie Rafoul et Guy Plazanet dans ce reportage réalisé sur place. 7h20, le 19 septembre à Mexico. En 1 minute 20 secondes, c'est l'un des plus forts tremblements de terre du siècle. On aurait pu penser que la capitale mexicaine serait rayée de la carte. Pourtant, aujourd'hui, 15 jours après le séisme, en parcourant la ville, rien ou presque n'indique qu'un cataclysme a eu lieu ici. La circulation, les piétons, la ville bouge et vit comme n'importe quelle autre ville du monde. Bien sûr, des centaines d'immeubles sont touchés, mais que représente 1 millier d'édifices dans une ville qui en compte plusieurs millions? Des perdants, il y en a. Ce sont les victimes, les réfugiés, des gens autour desquels s'est immédiatement organisée la solidarité. Ce qui a caractérisé le peuple mexicain, c'est son grand sens de responsabilité civique. C'est admirable. Je suis fier de mes compatriotes, fier aussi de ma femme, de mes enfants, de mes employés. Tous, chacun dans son secteur, ont travaillé pour apporter des secours et des médicaments. Je crois que le peuple a tout pris en main. Immédiatement, toutes les classes sociales, les ouvriers, les étudiants, les femmes, tout le monde. Ici, par exemple, c'est l'école maternelle d'une cité HLM. Spontanément, dès le premier jour, nous a-t-on raconté, les gens sont venus, soit pour aider, soit pour se réfugier. Aujourd'hui, l'école a repris ses classes. 50 000 personnes vivent désormais dans la rue, mais là encore, si leur cas est dramatique, il reste pourtant secondaire. Il y a 18 millions d'habitants à Mexico, les réfugiés iront grossir le rang des marginaux. Fue una tragedia para los mexicanos. Ce tremblement de terre a été une tragédie pour les Mexicains, mais pas l'apocalypse. C'est une hécatombe urbaine qui a coûté des vies, des destructions de biens, d'immeubles populaires, d'édifices gouvernementaux et privés, mais la plateforme industrielle du pays n'a pas été touchée. On le sait maintenant, tous les immeubles détruits ou abîmés avaient moins de 30 ans. Tous, sans exception, étaient des édifices publics, des ministères ou des entreprises. Tous ont été construits par l'État en dépit des normes de sécurité antisismique. Et cela, malgré les rapports alarmistes qui, depuis des années, s'accumulaient sur le bureau des pouvoirs publics. C'est l'argent qui a fait ça. La corruption. Tous les gens ont mis dans ses poches. C'est ce qu'on a fait. Non, c'est très dur. Il faut dire la vérité. L'effort que le gouvernement devrait faire, avec l'appui de tous les secteurs de la société, c'est de décentraliser cette ville. Combien de temps il faudrait pour la décentraliser? Le gouvernement doit donner l'exemple et les entreprises privées le suivre. Il faut sortir les ministères, les bureaux et les usines de Mexico pour les reconstruire en dehors de la capitale. Sacando sus fábricas y sus empresas fuera del Distrito Federal. Où reconstruire? Rien n'a encore été décidé. Aujourd'hui, les bulldozers remplacent peu à peu les secouristes sur les décombres. Les pouvoirs publics ont promis de reloger rapidement les sans-abri. Pour 3 ans seulement, il faut, coûte que coûte, normaliser. À l'horizon se profile déjà la Coupe du Monde de football en 1986. Pour la première fois depuis 1 an, le dollar est tombé ce soir au-dessous des 8 francs à la bourse de New York. Baisse également, mais cette fois-ci des valeurs françaises à la bourse de Paris. Dominique Thiebaud. Le répit aura été de courte durée. À Paris, ce midi, on se demandait presque si la baisse du dollar était terminée, et le voilà qui casse ce soir à New York la barre psychologique des 8 francs. Pire, ce sont les Américains eux-mêmes qui vendent du billet vert.
À la Bourse de Paris, les investisseurs français vendent aussi. De nombreuses valeurs ont plongé, malgré le repli du loyer de l'argent. Euromarché a même perdu 12,5% d'un coup et le secteur du bâtiment a beaucoup souffert. Une séance en dents de scie ce soir à Wall Street qui a hésité entre reconduire la baisse d'hier et en annuler une partie. Le marché reste fragile et s'inquiète des sauts de carte du dollar qui secouent les taux d'intérêt. C'est sûrement l'un des plus grands du jazz de l'après-guerre encore vivant. Le trompettiste Chet Baker est actuellement en France où il effectue une tournée qui s'achèvera à Rennes le 7 novembre prochain. Jean-Louis Mingalon l'a rencontré il y a quelques jours à Paris avant son départ pour la province. Quand vous ne jouez pas, à quoi ressemble la vie ? C'est comme être à peu près à moitié vivant. Chet Baker, une pure émotion et son double reflet. Côté face, le visage d'un James Dean qui prendrait en vieillissant le masque d'Antonin Artaud. Côté pile, une musique paisible et fragile qui semble répondre par la douceur et la délicatesse aux fureurs de la vie. I am a composer, but on my instrument. That's all I do. Je suis un compositeur, mais seulement sur mon instrument. Je ne l'écris jamais. So you hear it, and it's gone. Alors vous l'entendez, puis c'est parti. Est-ce que pour vous c'est complètement indissociable de jouer de la trompette et de chanter? I don't think it would be the same if I became either just a singer or just a trumpet player. Je pense pas que ce serait la même chose si je devenais ou bien seulement chanteur ou bien seulement trompettiste. I like to combine the two, and j'aime combiner les deux. It gives the people, the listening audience, more of a variety. Puis ça donne aux gens qui écoutent plus de variété. I'll be standing here with someone new. There will be other songs to sing, another fall, another spring. There will never be another you. There will be other lips that I may kiss. They won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream my dreams. How can they come true? But there will never ever be another. La météo pour demain, des nuages et des averses partiront des pays de Loire et de la Normandie pour gagner l'Aquitaine, l'Auvergne et la Lorraine. Nuages et tendances orageuses sont à attendre sur le nord-est du pays. Enfin, sur la moitié sud, beau temps le matin, temps lourd et nuageux l'après-midi. Les températures continueront à baisser sur le nord-ouest du pays. Ailleurs, elles resteront sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui. Amateurs d'alpinisme, de varap ou bien tout simplement d'air pur et de jolis paysages, cette information vous intéresse. À partir de demain soir sur FR3, vous aurez votre magazine entièrement consacré à la montagne. La première édition sera diffusée demain donc à 23 h, tout de suite après Soir 3. Il y avait un quartet cet après-midi à Évry, il fallait jouer le 1, le 2, le 3 et le 5. Cette combinaison gagnante rapporte dans l'ordre et pour 5 francs 4 350 francs et dans un ordre différent 362 francs 50. Fin de ce journal, dans quelques instants vous avez rendez-vous avec les grands-pères du crime. Prochaine édition de Soir 3 demain à 19 h et à 22 h 40.
Très bonne fin de soirée. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Gorbatchev choisit Paris pour faire de nouvelles propositions en matière de désarmement. C'est un changement de position, déclare Reagan. Journée parlementaire RPR à Menton. Présentation demain de 80 têtes de liste pour les élections. Les chiffres sont formels. 36% des femmes sont victimes d'avances sexuelles sur leur lieu de travail.